Nous l'avons dit, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi le projet de loi autorisant la ratification des accords de Washington. Cette adoption est intervenue après la présentation du rapport de la commission mixte sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que sur l'accord stratégique conclu avec les États-Unis. Le point avec Grace Amzati. Les députés nationaux ont approuvé sans modification ni débat de fond le rapport de la commission mixte Relations extérieures, défense et sécurité et économique et financière relatif aux accords dits de Washington. Déclarés recevables le 13 avril après leur présentation par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, ces accords visent à la fois une stabilité durable dans la région à travers la cessation des hostilités et des mécanismes conjoints avec le Rwanda et un partenariat stratégique avec les États-Unis dans des secteurs clés comme les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, a formulé plusieurs recommandations, notamment l'amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d'investissements, en particulier dans les secteurs miniers, l'instauration des mécanismes de contrôle rigoureux pour encadrer toute intégration d'anciens combattants issus des groupes armés au sein des forces armées, ainsi que la mise en place d'un groupe de travail chargé de suivre l'exécution des accords. Les textes sont désormais attendus au Sénat pour une seconde lecture. Merci à vous, Grace Amzati. Patrick Matata Makalamba, professeur, vous êtes député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. Vous êtes également cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous venez d'adopter, n'est-ce pas, ces accords de Washington. Quel est votre état d'esprit après l'adoption de ces textes? Merci, cher Guimat, de la question. Il est ici question d'un aboutissement de ce processus de diplomatie dans lequel s'est résolument engagé son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, notre président de la République, chef de l'État, parce qu'il a constaté que le problème que nous avions ici d'insécurité, de guerre, n'avait pas nécessairement des causes nationales, il fallait également intégrer l'aspect international. Nous étions agressés par le Rwanda, et il y avait certaines puissances qui étaient derrière le Rwanda. Il fallait travailler de sorte à avoir la solution définitive. C'est ainsi que vous avez entendu les refus de dialoguer avec ceux qui étaient comme les marionnettes. À travers ces accords, d'abord l'accord de paix RDC-Rwanda, on montre clairement que le problème que nous avons, c'est un problème d'agression, un problème de guerre entre deux pays. Ça c'est clair. Et cet accord permet également d'avancer avec le processus de paix, qu'on entre dans un autre processus de coopération pour le développement. Et il y a plusieurs volets, on pourra revenir là-dessus. On ajoute un accord de partenariat stratégique avec un État aussi puissant que les États-Unis. Ça fait un package global qui permet d'atteindre nos propres objectifs de développement tout en contribuant à ce que les autres pays avec lesquels nous interagissons atteignent également les leurs. Voilà, il a dit que les députés, donc vous avez validé sans modification ni débat de fond ces accords. Cela veut dire que vous avez adopté un texte dont vous ne connaissez pas les contenus, honorable? Je pense que ce n'est pas juste de le dire ainsi. Soulignons que le gouvernement a respecté la Constitution. La Constitution dispose à son article 213 que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. À l'article 214, on souligne que les accords de paix et de commerce passent par l'autorisation au Parlement. Et c'est ce qui est fait. Maintenant, au niveau du Parlement, le débat général engagé, les trois projets ou les deux projets déclarés recevables, l'Assemblée nationale dispose des groupes techniques de travail. Et pour bien analyser ces dossiers, on a mobilisé 3 commissions permanentes. La commission défense et sécurité, la commission relations extérieures, la commission économie et finances. C'est dans les travaux au sein de la commission et ces travaux d'analyse pointue, approfondie, ça a pris pas moins d'une semaine. Donc les députés membres de la commission, les députés non membres de la commission, les membres du gouvernement et tous les autres experts sont appelés à participer aux travaux de la commission. Donc c'est à ce niveau-là que les débats s'est fait. Et lorsqu'on vient maintenant à l'Assemblée plénière pour soumettre le rapport,
il est que normal que l'Assemblée puisse faire confiance au travail d'experts qui a été exécuté au niveau des 3 commissions permanentes. Et vous n'avez pas auditionné ces rapports de cette commission? Ces rapports étaient auditionnés, c'est leur adoption qui vaut effectivement vote de la loi. Voilà, il est dit par beaucoup de gens, n'est-ce pas, que ces accords sont opaques, qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont cachées au peuple congolais. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez constaté des choses qui peuvent choquer dans cet accord? Bon, il y a beaucoup de sirènes, de mensonges ces derniers temps au pays. Il faut travailler à réduire ces infox. Les accords sont là. Le gouvernement a même élaboré des documents, des promulgations, bon, comment on dit, des diffusions, des vulgarisations de ces accords. Ça passe, tout le monde peut télécharger les accords, c'est même en ligne. Je ne vois pas les aspects qui fâcheraient. Nous sommes en train de parler de conclure la paix, d'avoir un cadre de coopération pour le développement, d'avoir un partenariat stratégique. Je ne vois pas les éléments qui dérangerait quelqu'un. Et cette clause sur la cogestion de nos ressources naturelles, ça ne vous a pas choqué? Il ne s'agit pas d'une cogestion. Il s'agit de quoi? Cher Guimaté, nous sommes en RDC, c'est vaste pays. Lorsque vous lisez cet accord de coopération, ce partenariat qu'il faut mettre en place et tout, dans le cadre de la CIRGL, dans le cadre de toutes les organisations sous-régionales que nous avons, la SADC, l'Union africaine aussi. Mais il s'agit de jeter des ponts. Nous avons Ruzizi, mais on a besoin d'avoir de l'énergie pour exploiter nos mines. La mine artisanale a montré toutes ses limites. Il faut avoir la mine industrielle. Il faut encadrer la petite mine artisanale. Mais pour que la mine industrielle fonctionne, il faut de l'énergie. Si 2-3 pays mettent les moyens pour avoir de l'énergie, ça ne contribue qu'au développement de notre pays. Lorsque vous avez produit, il faut évacuer. Vous avez besoin des infrastructures, des transports, vous avez besoin des plateformes logistiques. Mais ça demande la coopération. Lorsque vous mettez plusieurs pays ensemble, vous avez une meilleure résultante. Quand vous regardez la RDC, si nous qui avons déjà circulé, on a atteint les pays frontaliers, tout ça. Mais la plupart de nos provinces limitrophes ont tendance à faire des affaires, les commerces avec les pays voisins. Donc, le fait de dire que l'on est en train de mettre en place des partenariats de développement, de coopération, ça renforce effectivement le fait que le Congo devient officiellement membre de toutes ces zones-là. Parce que si vous prenez la SADC, mais nous avons besoin de faire les affaires avec la SADC. Nous devons avoir des routes. Donc, on peut avoir un cadre de coopération avec les pays de la SADC. Ça passe par les pays qui sont au sud. Nous avons la zone avec l'Afrique de l'Est. Mais avoir ces partenariats permet effectivement de jeter des ponts sur les autres pays. Mais l'enjeu de tout ça, c'est l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. C'est l'enjeu principal, n'est-ce pas? Lorsque l'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe fragilisée, les infrastructures détruites, les pays qui s'étaient fait la guerre avaient décidé de mettre en place des plateformes de collaboration. Nous avons connu l'Europe de l'acier et du charbon, nous avons connu la communauté économique européenne, aujourd'hui dans l'Union européenne. Quand vous regardez la France aujourd'hui, vous regardez l'Allemagne aujourd'hui en train de coopérer, vous n'allez peut-être pas vous souvenir qu'il y a eu des problèmes auparavant. Mais il y a toujours des moments où tel dispose des ressources, tel autre a la technologie, tel autre a l'énergie. Vous faites des synergies mutuellement avantageuses, ça permet à ce que l'on atteigne les objectifs de développement. Alors, parce que selon vous, ces accords ne dérangeraient pas, en quoi ils sont favorables à la population congolaise? Oui. C'est quoi l'intérêt de la population congolaise, n'est-ce pas, à travers ces accords? Vous savez, pour un vaste pays comme la République démocratique du Congo, lorsque nous disons que nous sommes déficitaires en production de l'énergie et que nous avons des accords non seulement sous-régionaux, mais également avec les autres partenaires stratégiques,
pour développer l'énergie, pour développer les infrastructures, mais c'est les sentiers par excellence de développement. La population congolaise aujourd'hui a connu un processus de désindustrialisation grave depuis 1960 jusqu'à ces jours. Le fait de vouloir formaliser, normaliser l'exploitation des ressources naturelles ici, ça va contribuer au relèvement du niveau de notre production nationale et également donc du niveau du bien-être de la population. Merci. On va donner la parole à Augustin Bissimois. Augustin Bissimois, vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, les partis de l'opposition extra-parlementaire. Comment vous réagissez à l'adoption par l'Assemblée nationale des accords de Washington? Oui, merci beaucoup Guy Martin pour nous avoir associés à ce débat que je qualifie de républicain. Je voudrais de prime abord présenter ici nos condoléances d'abord à toute la population de l'Est, en particulier celle des cabarets qui est en train d'être tués comme des mouches. Et donc, au-delà de ça, nous avons suivi religieusement comment est-ce qu'on a adopté, n'est-ce pas, ces accords. Et nous avons été déçus de constater que ça a été adopté, et cela sans débat. Et donc, nous avions déjà une connaissance que ça devrait être ratifié, d'autant plus que l'Assemblée nationale est composée à 90% union sacrée, et que désormais nous sommes dans une situation, lorsque le roi Soleil a parlé, tout le monde doit se courber. Rien ne nous a surpris, mais ce qui nous a choqué, c'est que on ne peut pas comprendre que les accords comme ceci puissent passer comme si c'était de la lettre à la poste. Il y aurait quand même un débat, que les représentants de la population puissent quand même poser certaines questions par rapport à cela, parce qu'il y a des questions que la population se pose par rapport à ces accords. Et lorsque les représentants de la population ne peuvent pas poser ces questions que leurs électeurs se posent, ça devient un problème. Et donc, ici, Guy Martin, vous suivez d'abord l'honorable Patrick Matata de l'IDPS, qui vous dit d'abord que on avait refusé de dialoguer avec les marionnettes. Là encore, je vais détruire les mensonges, parce que l'accord de Washington d'IDP entre la RDC et le Rwanda accepte qu'il faut un dialogue avec le M23. Et c'est comme ça que je me dis, nous sommes en face des gens qui signent des choses, mais dont ils ne comprennent pas la quintessence. Et ça expose dangereusement la République. Est-ce que vous vous imaginez qu'un député national qui a ratifié, qui a adopté, puisse vous dire qu'on a signé ces accords parce que le gouvernement avait refusé de dialoguer avec les marionnettes? Entre-temps, l'accord qu'ils ont ratifié reconnaît, accepte qu'il y a deux phases. Que la première phase concerne bien, n'est-ce pas, le niveau international qui engage les deux États, notamment le Rwanda et la RDC. Et qu'il y a la deuxième phase qui concerne le gouvernement et le M23. Et donc, et là, il a été dit dans cet accord d'IDP qu'au-delà de cet accord signé, il faudra que le gouvernement signe un autre accord avec le M23, l'AFC, d'où les assises de Doha qui ont piétiné et qui se sont poursuivies récemment, je crois. Et donc, tout ça, je pense que ça prouve à suffisance qu'on est en train d'adopter les choses dont on n'a pas connaissance. Alors, et un autre élément, ils ont dit que non, ils ont refusé de dialoguer parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, infiltrer l'armée, parce qu'ils ne veulent pas intégrer les éléments du M23 au sein de FARDC, alors que l'accord qu'ils ont signé accepte l'intégration, n'est-ce pas, des rebelles, mais au cas par cas. Cher Guy, nous avons fait les bonnes études. Même s'il s'agit d'une intégration au cas par cas, mais il s'agit quand même d'intégration. Et donc, à ce stade-là, ce n'est pas un débat pour nous, mais nous avons estimé qu'il était quand même important qu'on se pose des questions. Parce que vous lui avez posé des questions par rapport à la cogestion. Il a semblé dire que bon, on ne peut pas empêcher une cogestion pour promouvoir le développement au niveau de la région, mais nous posons des questions. D'où vient que ce soit nos richesses qui viennent aujourd'hui contribuer au développement de la région? Nous, on aurait besoin que les richesses de notre pays contribuent au développement de notre pays, mais pas à la région. Qu'est-ce que cela vient faire?
d'où vient que aujourd'hui les forêts congolaises, les minerais congolaises deviennent une source de développement de la région, monsieur Guy? Nous sommes dans quel pays là? Et donc nous sommes en face d'un petit pays qui nous a imposé la force et qui nous a mis, n'est-ce pas, l'arme au cou, au point que nous sommes allés accepter, oui, comme tu nous as fait la guerre et que tu es fort plus que nous acceptons que désormais nous allons co-gérer nos richesses. Et donc, est-ce que l'honorable Matata peut très bien expliquer à la population l'option ou les chapitres qui parlent des chaînes de valeur, qu'est-ce que ça dit exactement? Parce que la population attend que la représentation nationale explique très bien les chapitres qui parlent de la chaîne de valeur. Parce que là, il est dit clairement que les richesses les minerais seront exploités en RDC et seront transformés au Rwanda. Est-ce que l'on peut nous expliquer clairement qu'est-ce que cela signifie? Et nous qui avons un taux très élevé de chômage, et du coup, on va exploiter chez nous, mais on ira transformer au Rwanda, et ça signifie que déjà, les jeunes Rwandais seront engagés, ils vont trouver de l'emploi à travers nos richesses. Et donc, nous sommes là au niveau de la capitulation. Et donc, moi je pense que ce que nous avons fait, c'est une très mauvaise école, d'autant plus que déjà, un pays s'est levé, il a pris les armes contre nous, et il a dit, pour que j'accède à leurs richesses, je vais leur faire la guerre. Et comme on a été incapable d'imposer la paix par la force, d'où la capitulation au niveau de l'article 74 de la Constitution, qui donne au président public les prérogatives où il s'engage dans un serment de défendre l'intégrité du territoire national. Eh bien, la façon de défendre cette intégrité, c'est d'aller dire, bon, monsieur le Rwanda, pour que tu nous fasses la paix désormais, nous te donnons ces avantages. On est où là? Pourquoi on a l'armée? Parce que l'État a le monopole de la violence. Parce que les États se dotent des armées. C'est pour, n'est-ce pas, protéger les biens de la RDC et de la population. Mais maintenant, au niveau où nous sommes en face d'un petit Rwanda là, qui nous fait mal et qui, du coup, eh bien, pour qu'il laisse de nous déranger, on lui donne tout ça. Et donc, avec 9 pays voisins, qu'est-ce qui arriverait si un autre pays voudrait aussi accéder à nos richesses et que lui décide aussi de nous faire la guerre? Ça signifie qu'on fera la même chose. Nous sommes au niveau de la capitulation. Et c'est un regret qu'on en arrive à ce niveau-là. Voilà. Monsieur Guy, je vais citer pour dire que nous avons eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que c'est la résolution 2773. Et cette résolution a demandé que le Rwanda se retire sans condition. Et bien, après que cette résolution ait été signée, pendant qu'on attendait que le gouvernement se batte pour exercer la mise en œuvre, on se rend compte qu'on est déjà à Washington avec le Rwanda pour aller signer un accord comme celui-ci qui demande à ce que le Rwanda ne soit plus pays agresseur et que désormais il devient un pays avec lequel nous allons co-gérer et coopérer nos richesses. Et donc nous sommes là au niveau où nous avons accepté de pouvoir neutraliser les FDLR parce que le Rwanda a fait comprendre qu'il n'est pas chez nous pour nous agresser, mais plutôt pour poser des mesures défensives. Et à ce stade-là, la RDC a fléchi. Et en fléchissant, il s'est dit, bon oui, si tel est le cas, et bon, nous allons nous engager à neutraliser les FDLR. Cela va faire que, dès que nous les aurons neutralisés, là maintenant tu vas te désengager. Est-ce que nous sommes en train de comprendre dans quel fossé nous sommes en train de mettre la République? Et donc, à ce stade, nous sommes au niveau où cette résolution a été, n'est-ce pas, jetée de côté, alors qu'on aurait dit, n'est-ce pas, se battre, comme nous avons déjà l'accord avec Washington, connaissant très bien la faute des États-Unis, en tant qu'une grande force au niveau du Conseil de sécurité, parce qu'il est parmi les pays qui ont, n'est-ce pas, le droit de veto. Et donc, quand on a les États-Unis, il était seulement question que les États-Unis disent, nous devons mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette résolution pour que le Rwanda se retire sans condition. Mais aujourd'hui, le retrait du Rwanda est déjà conditionné non seulement par, n'est-ce pas, la neutralisation des FDLR, mais aussi par les richesses que nous allons co-gérer avec lui. Parce qu'il a fait quoi? Seulement parce qu'il a réussi à nous imposer la force. C'est un problème
c'est vraiment regrettable, M. Guy. Et donc, vous êtes d'avis avec cette frange de la société civile qui pense qu'à travers ces accords, la RDC a aliéné ses ressources naturelles? Mais bien évidemment, parce que quand vous comprenez comment on en arrive là, alors, lorsqu'on parle du développement, tout ça, et que l'on a à dire que c'est pour la promotion de l'économie de la région, mais est-ce que ce n'est pas, est-ce que nous sommes au niveau où on est en train d'exécuter ce que le gouvernement passé avait récisé lorsque Nicolas Sarkozy a été visiter le Parlement congolais? Je me rappelle que c'était Vital Kamerhe à l'époque qui était président de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy dit clairement que si vous avez besoin de la paix, il faut partager vos richesses avec les voisins. Est-ce que nous y sommes déjà? Et ça, c'est une question que nous posons au niveau du MDVC et au niveau de la coalition de la gauche congolaise avec l'honorable Jean-Marc Kabound. Merci, Augustin. En ce qui concerne l'accord avec les États-Unis et la RDC, bon, là, sincèrement, je voudrais sincèrement qu'on puisse nous éclairer quant à ça, parce que comment est-ce qu'on peut avoir les États-Unis, parce que ça s'appelle minerai critique contre la sécurité. Mais entre-temps, pendant qu'on a une grande puissance comme celle-là, et du coup, on continue à nous agenouiller devant le Rwanda pour lui donner ceci ou cela, accepter ses caprices. Merci. Alors qu'on a vu quand les États-Unis ont donné un mot d'ordre au Rwanda et au M23 de se retirer de la ville d'Ouvira, ça a été automatique. Merci Augustin Bissimwa. Nous allons vous redonner la parole. Nous allons vous redonner la parole. On a compris votre pensée. Itiel Batumike, vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Quelle lecture vous faites de l'adoption par l'Assemblée nationale des accords de Washington? Je pense que cette ratification était sans objet majeur, en fait, parce que lorsqu'on regarde... Itiel, s'il vous plaît, Itiel, vous avez activé le mode main libre? Non, il y a... Parlez normalement au téléphone. Allez-y, Itiel. Oui, allez-y. Ne mettez pas non plus les écouteurs, hein. Allez-y. Oui, je n'ai pas d'écouteurs. En fait, je disais... que cette ratification, l'adoption des accords par le Parlement, l'Assemblée nationale, n'était pas d'un enjeu majeur aujourd'hui, parce que lorsqu'on regarde les temps écoulés entre la signature de ces accords et leur approbation par les deux chefs d'État en décembre dernier, on peut vraiment se rendre compte qu'il y avait plus d'enjeux, parce que l'accord était, ou les accords sont déjà en train d'être exécutés depuis plusieurs mois, et que finalement ce n'était qu'une simple formalité que l'Assemblée nationale était appelée à remplir. Sinon, s'il y avait un grand enjeu, ça aurait été fait dans les meilleurs délais, comme cela l'a été par exemple au Rwanda, où dès le 30 juillet, le Parlement rwandais avait ratifié l'accord de paix signé entre la RDC et à Washington le 27 juin 2025. Donc il y a eu beaucoup de retard, et finalement que les députés n'ont pas eu beaucoup d'enthousiasme à pouvoir analyser ces accords, parce que comme le reportage qui a été présenté tout à l'heure, il n'y a pas eu un débat de fond comme on pouvait l'espérer au regard des espoirs suscités par cet accord. Donc il y a même l'opposition qui pouvait être virulente, il posait toutes les questions que l'opposition extra-parlementaire est en train de soulever ici, ne l'a pas fait. Et je pense que cela est aussi quelque part révélateur que pour une bonne partie de l'opinion congolaise, aujourd'hui l'intérêt ce n'est pas de regarder ce qu'on perd et ce qu'on gagne, mais plutôt le rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays. Et finalement, si ces accords peuvent contribuer à ramener la paix, je pense que cette ratification à l'Assemblée nationale démontre à suffisance que l'intérêt aujourd'hui d'une large opinion congolaise, c'est vraiment le retour de la paix et non les questions de formalité
liées à cette ratification. Par ailleurs, je pense qu'il faut regretter le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, une partie de la société civile qui estime que particulièrement l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis a aliéné la souveraineté du pays. Je pense que la Cour constitutionnelle qui avait été saisie par rapport à l'inconstitutionnalité de cet accord ou à la violation de la Constitution par cet accord aurait dû vraiment se prononcer avant que l'Assemblée nationale se prononce sur la ratification de cet accord. Mais je pense que rien n'est perdu parce que l'article 216 de la Constitution prévoit que lorsque un texte est jugé non conforme à la Constitution ou contraire à la Constitution, évidemment la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Maintenant, on se demande, dans la mesure où aujourd'hui l'Assemblée nationale vient de ratifier cet accord et qu'après, on sait qu'après, évidemment, ça va aller au Sénat et il y a aucun doute que le Sénat va aussi à son tour ratifier cet accord. Je me demande si après cette ratification, la Cour pourra encore avoir le courage de remettre en cause cet accord, s'il y a lieu de le remettre en cause par rapport à la requête qui lui a été soumise. Donc, oui, le fait d'adopter ces textes peut apporter quel nouvel élément d'abord sur le processus de pacification, n'est-ce pas, de la RDC, mais aussi sur les hostilités sur le terrain. Ça peut apporter quel nouvel élément? Je pense qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, c'est une ratification qui n'a pas d'enjeu majeur par rapport à la suite des processus de paix ou même par rapport à ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Parce que l'accord est déjà en train d'être exécuté avant même qu'il ne soit ratifié. Et donc, ça, pour moi, ça n'apporte aucun élément nouveau, sauf à crédibiliser la démarche congolaise comme cela l'a été dans l'autre pays impliqué dans le conflit. Mais sinon, c'est juste une formalité qui a été remplie dans la mesure où il n'y a pas eu un grand débat comme on pouvait l'espérer et que finalement c'est intervenu après presque une année depuis que cela avait été signé pour la première fois par les deux ministres des Affaires étrangères avant que finalement ça soit validé par les deux chefs d'État. Oui, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question comme l'a relevé Augustin Bissimois de l'opposition extra-parlementaire, on ne peut pas se poser la question de savoir pourquoi, en dépit du fait que l'accord a été signé entre les États-Unis et la RDC, l'accord stratégique, et entre les Rwanda aussi et la RDC, mais pourquoi, en dépit de ça, la paix n'est toujours pas revenue au pays, alors qu'il était dit que c'est un accord minerai contre paix? Oui, je pense que oui, c'est nous qui interprétons cela que et je pense que c'est l'erreur que nous faisons en se disant que simplement parce qu'il y a un accord stratégique entre le gouvernement congolais et les États-Unis d'Amérique, c'est que finalement et automatiquement il y a le retour de la paix. Je pense que les autorités américaines l'ont rappelé à plusieurs reprises. La signature des accords, c'est un pas dans la bonne direction. Encore faut-il que ces accords soient appliqués de bonne foi par les deux parties en présence. Et je pense qu'au-delà de ces accords, d'autres leviers sont importants pour que la paix revienne, notamment ce qu'ont fait les États-Unis il y a quelques mois, l'imposition des sanctions contre l'armée rwandaise. Je pense qu'au-delà des accords, il faut continuer à appuyer sur d'autres leviers pour permettre à ce que la paix revienne. Et l'accord entre les Rwandais et la RDC, ou l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis, ne suffisent pas parce que il y a la question du M23, de l'AFC-M23 et son avenir qui doivent encore être réglés dans d'autres processus, dans un autre processus. Et tout cela, je pense que ça doit être pris en compte
pour que on retrouve finalement la paix. Donc les accords qui ont été signés et qui sont ratifiés aujourd'hui, ça reste encore dans cette logique-là de confirmer la volonté de rechercher la paix par la voie diplomatique, mais la voie diplomatique seule ne suffit pas. Il faut encore des pressions allant jusqu'à imposer des sanctions plus lourdes aux partis pour les contraindre à aller jusqu'à vers la finalisation de l'autre processus qui implique le gouvernement congolais et la rébellion elle-même. Merci Itiel Batumike. Nous allons maintenant donner la parole à ces nombreux auditeurs, n'est-ce pas, qui sont en train d'appeler pour s'exprimer par rapport à ces sujets. Et là, nous partons à Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, où Maître Théo Mbouy nous attend. Donc, honorable Patrick Matata, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Mbujimaï au Kasaï oriental. C'est Maître Théo Mbouy. C'est Maître Théo Mbouy depuis la ville de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. À mon avis, il n'y a pas eu un débat démocratique et surtout de fond à l'Assemblée nationale, cette institution parlementaire qui devrait permettre aux députés de s'exprimer librement et devenir une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Comment on peut voter un texte qui n'a pas été discuté en premier lieu? Ce texte est-il vraiment conforme à la Constitution? Est-ce que c'est un texte qui tient compte des intérêts de la République démocratique du Congo? Nous allons beaucoup regretter un jour, après le départ de ces régimes, aux députés nationaux de tout faire dans le sens de rendre un service loyal à la République démocratique du Congo. Merci. Honorable Patrick Matata Makalaba. Merci beaucoup, cher Guimaté. Je remercie tous les co-débatteurs de leur point de vue, ainsi que Maître Théo Mbouy qui nous appelle depuis Mbujimaï. En fait, nous sommes ici en train de parler d'un problème très sérieux de la nation. Je note avec beaucoup de regrets que on prend un petit bout et on fait toute l'analyse sur la fin d'un processus. Ici, les accords ont été négociés. Avant leur ratification, le gouvernement a déposé les projets de loi de ratification avant même l'ouverture de la session de mars. Et dans les calendriers des travaux de cette session, la ratification... Vous avez eu l'occasion de pénétrer ces textes. Bien sûr, la ratification de ces projets était inscrite en première ligne. Et un débat général a été engagé au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ont effectivement constaté que nous avions là une opportunité d'avoir la paix définitive, parce qu'on a eu beaucoup de dialogues, beaucoup de processus, ça n'a pas donné vraiment la paix définitive. On veut ici aller vers la paix définitive. C'est ainsi qu'il y a cet accord avec le Rwanda. Les députés ont également constaté dans les documents que la coopération internationale, la coopération sous-régionale en vue du développement va permettre à ce qu'il y ait des investissements directs étrangers dans les secteurs dormants du pays. Est-ce que tout cela n'est pas que théorique? C'est pas du tout théorique, M. Guimaté. Nous sommes là en train de parler des faits. On évoque la question de la fin brutale de la présence rwandaise en RDC. Nous avons, en application de ces accords, il y aura beaucoup de mémorandums d'entente. Si on prend les partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis. Et ce sont ces mémorandums d'entente, les MOU, qui vont permettre, pour chaque type d'accord, les modalités de mise en œuvre. Donc, on est là dans le cadre d'un accord global. Et les retours des États-Unis en RDC permettra à d'autres grands investisseurs de venir également en RDC. Vous voyez, tous les pays qui sont développés, ce n'est pas nécessairement pas les capitaux nationaux. Il y a ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. C'est beaucoup de capitaux des firmes internationales qui s'établissent, qui permettent effectivement ce qu'on appelle ici la chaîne des valeurs, de se constituer, et dans chaque maillon de cette chaîne des valeurs, des emplois seront évidemment créés et des opportunités, excusez-moi, pour que les Congolais qui ont aujourd'hui besoin de se retrouver pour se connecter dans ça va bénéficier à la population congolaise. Hein? Ça bénéficie pleinement à la population congolaise. Donc, il faut effectivement l'application de bonne foi.
Et alors, donc, vous vous insurgez contre les propos de M. Augustin Bisimwa qui a dit que on va exploiter les minéraux au Congo et on va les transformer au Rwanda. C'est pas vrai. En fait, d'abord, revenons aussi notre compatriote de Mbujimayi. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu de débat, c'est vraiment faux. Il y a eu des débats à la plénière, il y a eu des débats au sein des commissions et 3 commissions permanentes étaient mobilisées et toutes les parties prenantes peuvent venir participer aux travaux de la commission. Alors, pour notre compatriote... On a dit qu'il n'y a pas eu de débat sur les fonds. Bien sûr, il y a les débats sur les fonds. Et même l'opposition a dénoncé ça. Les débats sur les fonds, c'est quoi? Nous avons les accords qui concernent le secteur de la sécurité, de la défense. Ça concerne les relations internationales. Ça concerne l'économie et le développement. Les 3 commissions ont été mobilisées pour analyser. Bon, je ne sais pas quel débat de fond on devrait encore faire en dehors de ces groupes de travail technique qui existent déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Concernant la chaîne des valeurs, c'est une compréhension erronée de considérer que lorsqu'on dit qu'il y a des chaînes de valeurs installées dans la région, ça consiste à exploiter en RDC, à les transformer dans un autre pays. Il n'en est pas question. Il est question d'offrir des opportunités d'exploitation, de transformation le long de tous ces corridors et même de commercialisation. Parce que je vous disais tout à l'heure que quand vous êtes dans l'ouest de la RDC, vous voyez des produits qui sortent vers la mer. Vous êtes à l'est, il y a des produits qui sortent par route pour soit vers le Rwanda, soit vers l'Ouganda, soit vers la Zambie, et ainsi de suite. La Tanzanie, la Zambie au sud, tout ça. C'est que lorsqu'on met en place les cadres d'intégration, on permet à ce qu'il y ait des infrastructures qui soutiennent la croissance, mais également ces infrastructures qui permettent la commercialisation. Ça ne dérangerait pas que des investissements arrivent massivement au pays et qu'ils permettent d'atteindre ce genre d'objectifs. Merci. Monsieur Augustin Bisimwa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi dans les Lualaba, c'est Patrick Mbouli. C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. L'adoption des accords de Washington par l'Assemblée nationale de la RDC marque une avancée importante dans la recherche de la paix et de la stabilité. Elle traduit la volonté claire de privilégier les solutions diplomatiques face aux défis sécuritaires persistants. L'accord avec le Rwanda ouvre la voie à une désescalade des tensions dans la région. Il pose des bases d'une coopération renforcée pour garantir la sécurité des populations. Parallèlement, les partenariats avec les États-Unis d'Amérique constitue une opportunité stratégique majeure. Il permettra d'attirer les investissements dans les secteurs clés comme l'énergie et les infrastructures. La valorisation des ressources naturelles, notamment les minéraux critiques, est également au cœur de cette dynamique. Ces accords reflètent une vision tournée vers le développement économique durable. Ils renforcent la crédibilité du pays sur la scène internationale. Leur mise en œuvre effective contribuera à améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens. Augustin Bisimwa? Oui, je salue évidemment la position de Patrick Mbouli depuis Lualaba. C'est tout à fait normal, mais il faut arriver à contextualiser les choses. Est-ce que les gens ont oublié qu'il y a longtemps, il y a je crois 5 ans, le gouvernement congolais avait signé des accords avec le Rwanda, lui donnant, n'est-ce pas, le contrôle des minéraux de Sakima. Est-ce que cela a empêché que le Rwanda ne prenne les armes contre nous? Alors, si l'honorable Patrick Matata refuse que les chapitres chaîne des valeurs ne traitent pas des choses telles que je les ai expliquées ici, eh bien, il faut qu'il nous dise qu'est-ce que le Rwanda gagne maintenant dans cet accord en acceptant que s'il les signe, il nous laisse la paix. Qu'est-ce que le Rwanda a gagné s'il estime que ça ne va profiter qu'à la RDC? Et donc, moi, ce qui m'énerve et ce qui énerve la population, c'est que nos richesses viennent contribuer au développement de la région tel que le dit l'accord. Et lorsqu'il pense que nous faisons, il est erroné, je pense qu'il n'est pas honnête parce que, et je suis convaincu qu'il n'a pas approfondi, n'est-ce pas, ces chapitres de chaîne des valeurs. Et donc, et je me dis, est-ce qu'on en serait là si nous aurions imposé la force au Rwanda? Si après la prise de la cité de Bunagana, si notre gouvernement aurait imposé, n'est-ce pas, la force de feu au Rwanda, est-ce qu'on aurait signé cet accord avec lui? J'ai dit non.
c'est comme ça que je me dis qu'il faut accepter qu'on a signé cet accord parce qu'il y a un pays qui a pris les armes contre nous et qui a pris l'ascendance contre nous et qui désormais va co-gérer avec nous parce qu'il a réussi à imposer la force. Il faut que nous soyons tous d'accord par rapport à ça. Merci. Et que si tel est le cas, c'est une mauvaise école que le gouvernement ici donne parce que ça veut dire que désormais un autre pays qui voudra aussi en avoir autant, voudra aussi nous imposer la force. Merci. Et c'est dangereux et c'est malheureux qu'on en arrive à ce niveau-là. Parce qu'un gouvernement sérieux a son armée pour défendre l'intégrité du territoire national conformément au serment pris par le président de la République. S'il faudra donner nos richesses pour qu'on nous fasse la paix, mais je me dis où est-ce qu'on en est là. Merci. Et donc, moi merci. je pense que... Merci Augustin Bissimo, on va vous redonner la parole pour conclure. Hein. Etienne Batumike, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, c'est Jacques Befonga. C'est Jacques Befonga Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchop. En seulement 14 jours, sans amendement ni examen approfondi, des accords engageant notre souveraineté pour 30 ans ont été validés. C'est un déni clair du rôle du Parlement, qui n'est pas une simple chambre d'enregistrement. Ensuite, regardons les conséquences concrètes. Sur l'énergie, nos barrages d'Inga pourraient être liés à des clauses rigides au profit d'intérêts étrangers. Sur le minerai stratégique comme le cobalt et le lithium, on parle désormais de caution, ce qui affaiblit notre contrôle. Sur le plan sécuritaire, des mécanismes flous pourraient ouvrir la voie à des présences étrangères sans véritable contrôle parlementaire. En fait, la méthode inquiète tout autant. Aucune audition de la société civile, aucune étude d'impact et une minorité réduite au silence. Or, un pouvoir qui n'écoute pas aujourd'hui construit les tensions de demain. Etienne Batumike. Alors, moi, je pense que déni, je ne crois pas, parce que la procédure législative a été suivie. Comme le député Matata l'a expliqué, on a tous suivi les débats. Il y a eu un débat général, les textes, évidemment, il y a eu peu de prises de parole, mais cela, je pense que ça relève de l'inopportunité ou même du retard que l'examen de ces textes ont pris depuis leur signature. Donc, on peut bien comprendre pourquoi il y a eu ce désintérêt dans le débat, bien que nos députés sont payés effectivement pour veiller à un examen l'initié de tous les textes qui leur sont soumis. Mais dire qu'il n'y a pas eu débat, dire qu'il n'y a pas eu un examen approfondi, je pense que c'est aller trop loin dans le jugement que l'on fait de la Chambre. La procédure législative telle qu'elle est prévue par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été respectée, sauf que évidemment il y a d'autres questions qui auraient dû peut-être faire l'examen approfondi, notamment comme cela a été déféré par devant la Cour constitutionnelle par la société civile. Je pense que la Cour constitutionnelle aurait mieux éclairé l'opinion en répondant à cette requête, en disant si la Constitution a été ou non respectée par cet accord-là. Donc je pense que c'est là que se pose le problème et il est peut-être nécessaire que le gouvernement puisse continuer à expliquer davantage les contenus de l'accord, parce que j'ai l'impression, en écoutant les uns et les autres, qu'il y a des interprétations erronées que l'on fait de cet accord, de ces accords-là. Et même la question de l'intégration régionale, je pense que ce n'est pas une question qu'on devait diaboliser nécessairement, parce qu'il y a dans d'autres contextes, l'intégration régionale a été parfois un moteur de rétablissement de la paix, comme si on prend le cas de l'Union européenne. Et je pense que dès le départ, l'idée de la CPGL, c'était d'éviter à ce qu'il y ait des tensions entre les pays de la région de Grand Lac. Et si aujourd'hui ces accords nous renvoient vers la construction d'une intégration régionale où chaque pays peut gagner dans le respect de l'intégrité territoriale de l'autre, moi je ne vois pas a priori d'inconvénient à ces clauses-là. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses dans le critique
qui sont adressés à ces accords et regarder de plus près sans aller dans des interprétations qui parfois peuvent être des extrapolations de ce que les accords disent réellement. Merci, honorable Patrick Matata Makalamba. Nous tendons vers la fin de l'émission. On sait que, comme on l'a dit ici, il n'y a pas eu débat des fonds et tout ça, mais on apprend que le président de l'Assemblée nationale, M. Aimé Boji, a formulé certaines recommandations. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines de ces recommandations? Pas beaucoup, hein, les plus pertinentes. Bon, vous savez, merci beaucoup. Le Parlement est en train de jouer pleinement son rôle. C'est ainsi que lorsque on adopte les projets de loi en vue de leur encadrement, surtout que nous avons ici des secteurs stratégiques, le Parlement peut formuler des amendements, donc des recommandations, des résolutions, tout ça pour leur exécution heureuse au profit du peuple congolais. Et le président le fait. Je ne voudrais pas ici revenir sur les lignes de recommandations de l'honorable président, mais je voulais insister sur le fait que là où il y a les hommes de vertu, il y a la coopération. Le fait d'avoir la coopération ici montre en suffisance que nous avons un président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la vertu de la coopération, qui permet de résoudre les problèmes que nous avions. Et je voudrais souligner également le fait que le développement que nous voulons, c'est un processus de longue durée. Mais il faut commencer. Et ici, on commence du bon pied. En valorisant nos ressources à travers des industries intégrées, nous allons résoudre le problème que nous voulons ici, résoudre le problème de la pauvreté des masses. Parce que l'industrie permet effectivement de transformer les sociétés. Voilà, je constate seulement que vous ne voulez pas évoquer les recommandations qui ont été formulées par le président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le faire. C'est des choses qui peuvent choquer. L'institution est très bien organisée. Lorsque je suis invité comme Patrick Matata, je ne suis pas habilité à devenir porte-parole. Oui, mais ces recommandations peuvent apporter quoi sur l'ensemble du processus? Ce sont des mécanismes de Parce que les accords ont déjà été signés, on peut faire des recommandations après, mais ces accords sont déjà signés, rien ne peut être modifié, n'est-ce pas? En fait, l'Assemblée a levé un certain nombre d'options, si on peut le dire brièvement. Ce sont des mécanismes de surveillance, de contrôle, pour que tous les engagements qui ont été pris soient exécutés, non seulement de bonne foi, mais de manière efficace. Il en est de ces accords, il en est également des fonds reçus dans le cadre de l'Eurobond. Tous les grands engagements dans lesquels la République s'engage, le Parlement veut jouer pleinement son rôle et établir des cadres pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été fait par les députés nationaux au sujet de ces accords? Au sujet de ces accords, les députés nationaux se sont impliqués fortement et en plénière, et ils sont satisfaits du travail recevabilité et en ce qui concerne le travail en commission. Monsieur Guimaté, moi j'y étais pendant tous ces jours et on a travaillé à fond. Je pense que le travail humain, c'est un travail perfectible. Les autres, je les appelle à venir régulièrement au Parlement, à voir ce qui s'est fait, parce que ce n'est pas bien de voir les bouts au loin. Mieux vaut être là, voir ce qui se passe, peut-être qu'ils vont féliciter les députés nationaux. Merci Augustin Missimo, votre mot de la fin. Oui, je crois que ici j'entendais que l'honorable Matata nous parle très bien de la chaîne de valeur. Il n'a pas vraiment été expliqué par rapport à ça. Aussi, il y a eu un débat autour de la durée de l'accord stratégique entre les USA et la RDC. Et depuis tout ce temps, il y a certains qui parlaient de 99 ans. Le gouvernement disait que non, c'est pas 99 ans, mais il n'avait jamais donné la vraie durée. Alors, à ce niveau-là, on pensait que peut-être au Parlement, on aurait cette fois-ci la précision. Et Honorable Matata est là, et ça va prendre combien de temps? C'est 99 ans? Moi, je n'ai pas vu ces durées. 99 ans pour... C'est pas contenu dans l'accord. Je n'ai pas vu ces durées-là. Voilà. 99 ans pour faire quoi? Augustin Missimo, on vous a répondu, hein? Oui, il n'a pas dit c'est comme si ce n'est pas 99 ans, c'est combien de temps? Voilà. Allez-y. Mais il parle bien de quel accord là? Le partenariat stratégique USA-RDC. Mais les partenariats entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, c'est depuis que nous existons.
Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui. Voilà, malheureusement, on n'a pas tout le temps pour évoquer cet aspect-là. Augustin Bissima, vous avez fini avec votre mot de la fin? C'est fini là? Bon, je note qu'il n'a pas de réponse quant à ça, et c'est regrettable qu'on ait des députés qui ne soient pas en mesure de répondre aux questions que la position se pose. Il s'agit ici et je sens quand même qu'il est éloquent, des accords de long terme. Il ne peut pas savoir résoudre ces questions, d'autant plus que c'est une prison pour eux. Non, nous sommes dans le cadre de développement, ce sont des accords de long terme. Et avec les États-Unis, on a commencé la coopération depuis l'accession à l'indépendance. Ça continue. Merci. Ça s'arrête pas. Itiel Batoumi, quel est votre mot de la fin? Je pense pas trop juger l'Assemblée nationale en voulant demander qu'elle fasse ce qu'elle ne pouvait pas faire dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Ces accords ont été signés depuis longtemps. Ils sont en train d'être exécutés déjà et ce qui était demandé à l'Assemblée nationale pour la crédibilité du pays, c'était juste une formalité de ratification. Et je pense que la procédure législative telle qu'elle est prévue par la Constitution et les règlements intérieurs ont été respectés. Et ce qu'il faut saluer, c'est effectivement ces recommandations qui ont accompagné ce vote, cette ratification. J'apprends que notamment il a été demandé que des critères objectifs pour l'intégration au cas par cas des éléments rebelles soient établis pour permettre de juger le moment venu si cela a été respecté, notamment le fait qu'il a été demandé que le calendrier du CONOPS soit revu ou alors qu'il y ait une commission interinstitutionnelle pour le suivi des accords. Je pense que c'est de bonnes recommandations qui peuvent aujourd'hui permettre de rattraper l'exclusion qui a été constatée par rapport au rôle que doivent jouer les autres institutions. Merci. Et je pense que je peux citer en encourageant la Cour constitutionnelle à réserver une suite à la requête qui lui a été adressée par rapport à la constitutionnalité de l'accord qui a été signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Merci.